Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment bien dans son job aujourd'hui. Top Employer Institute en français dans le texte, année et crue 2025. On va en parler évidemment avec Vincent Binetruy, il est directeur France Top Employer Institute, pour vous présenter les entreprises qui étaient dans le classement, puis les nouveaux entrants. C'est intéressant de les découvrir aussi avec lui sur des critères, on le verra, critères RH notamment. Le grand entretien, mon banquier va craquer, ou plutôt mon salarié de la banque va craquer. On en parle avec Frédéric Guyonnet, président du syndicat national de la banque CFE-CGC, à travers une étude RPS menée d'ailleurs par le syndicat, qui est une sorte de panorama de la situation des salariés dans toutes les banques françaises. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission, les femmes de la défense. On en parlera avec Nicolas Gros, il est directeur d'Aérométiers, une association justement qui porte le label Féminisons et qui a organisé des portes ouvertes et puis une sensibilisation auprès des lycéennes. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler de ce classement attendu, Top Employer Institute. Bonjour Vincent Binetruy, vous êtes celui qui porte, qui est le directeur France de Top Employers Institute, et je l'ai bien dit et je l'ai dit en entier. 108 entreprises en France en 2025 certifiées. Est-ce que vous pouvez nous dresser comme ça un petit panorama, parce qu'il y a, j'allais dire, les habitués, il y a les nouveaux entrants. Exactement. Et puis peut-être nous rappeler les critères qui font qu'on est certifié ou pas. Alors cette année, la grande nouveauté, c'est qu'on a des entreprises de taille plus modeste qui ont décidé de se challenger et de rejoindre le programme de certification Top Employer. On est habitué à avoir plutôt des grands groupes parce que le dispositif est quand même assez contraignant. On audite l'ensemble de l'expérience collaborateur, on audite les environnements de travail, l'environnement digital RH, la stratégie RH. C'est plus de 350 pratiques qui sont auditées chaque année. Et c'est vrai que généralement, ce sont plutôt les grands groupes qui décident de se faire challenger par nos équipes d'auditeurs et d'auditrices. Et cette année, on a effectivement des nouveaux entrants avec des entreprises de taille beaucoup plus modeste qui ont décidé de passer à l'action. Je vois Axréal. Axréal, tout à fait. Axréal, qui est une entreprise qui fait de la semence. Exactement. Je vois aussi d'entreprises, alors là, qui sont des marques très connues. Je vois Sciences Po, oui. Que vous certifiez. Exactement. Ça veut dire que, pour ceux qui nous regardent, ça dure combien de temps ? Alors, l'audit en tant que tel... Je décide de me faire certifier par Top Employer Institute, j'ouvre mes portes et mes fichiers, ça dure combien de temps ? Ça dure un peu moins de 2 mois. Avec une charge de travail pour l'entreprise qui évidemment n'est pas de 2 mois, puisque l'essentiel du travail est quand même aussi chez nous. Mais il faut globalement 2 mois pour compléter l'ensemble du cycle. Très concrètement, vous allez auditer quoi ? La manière dont on accompagne les collaborateurs, les outils pour le faire. Comment vous faites ? C'est quoi les grandes familles d'audits ? Alors, c'est vraiment un audit de process et de pratique pour savoir si tout ça a bien été formalisé et implémenté. Donc, ce sont des audits sur preuve. J'aime bien faire le parallèle avec le métier de commissariat aux comptes, mais s'il devait y avoir un parallèle entre notre métier et un autre métier, ce serait celui-ci, à savoir un audit sur pièce, pour nous démontrer qu'en effet, quand une entreprise, une équipe RH nous dit qu'elle a en effet mis cela en place, eh bien, il faut nous le démontrer au travers de documents et de preuves. Les process RH, les process d'embauche, d'onboarding, d'offboarding, la manière dont on va accueillir un collaborateur. Oui, mais on va jusqu'à l'offboarding, vous avez raison. Et j'ai vu que vous alliez jusqu'à la sortie du collaborateur. C'est ça. Ceux qui ne sont pas pris, ceux qui n'ont pas la chance d'être certifiés Top Employer Institute, ça veut dire que c'est un peu comme les impôts, vous leur donnez 6 mois pour se remettre en règle, vous doivent apporter la voiture avec la réparation faite. Comment on fait ? En fait, c'est vrai que le fait d'être certifié est évidemment un avantage non négligeable pour les entreprises. C'est une fierté en interne, c'est une fierté en externe, et elles peuvent communiquer dessus. En réalité, notre vrai métier, c'est finalement d'améliorer la performance RH des entreprises. C'est-à-dire que sur la base des audits finalement que nous réalisons, à la fin de tout le processus, nous rétrocédons, nous présentons les résultats aux entreprises. Nous leur fournissons des insights, des benchmarks qui leur permettent de se comparer par rapport à ce qui se fait de mieux. Et derrière, ça leur permet elles-mêmes de prioriser leur chantier RH, de prendre des décisions
davantage data-driven. On dit souvent que dans un COMEX, la fonction RH n'est peut-être pas celle qui est le plus orientée data. Mais nous, on contribue à ça, à leur apporter ces data pour prendre des décisions plus objectives et pour s'améliorer. Donc, pour répondre à votre question, les entreprises qui ne sont pas certifiées, on leur fournit l'ensemble des éléments pour normalement, dès l'année 2, potentiellement s'améliorer et peut-être déjà certifié dès l'année 2. Donc ça veut dire une liste de recommandations peut-être et de choses à modifier, à améliorer. Et puis l'année suivante, de nouveau vous réouvrez c'est tout à fait et ça. vous pluguez sur les datas, parce que j'imagine que vous travaillez quand même beaucoup sur les datas, sur les CRM des entreprises. Ça. Et puis à partir de là, vous bâtissez votre certification. C'est quoi? C'est un petit diplôme? J'ai déjà vu chez des RH. Alors il y a un petit carré là. C'est un octogone maintenant. C'est ça. Qui est présenté souvent dans les bureaux. Très souvent. Et que les entreprises utilisent généralement massivement dans leur communication corporate, dans leur communication RH, en recrutement, mais encore une fois, également en interne auprès de leurs collaborateurs. Allez sur le site de Top Employers Institute, j'ai commencé à mettre un petit peu plus d'anglais pour aller découvrir la liste d'entreprises, parce qu'il y a quand même pas mal de nouveaux entrants. Je n'ai pas cité les petits chaperons rouges, je crois. Et il y en a d'autres, Malakoff, Humanis. Pour ne citer qu'eux, on ne peut pas citer toutes les entreprises. 108 au total certifiées pour cette année 2025. On est d'accord? Exactement. Vincent, c'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau. À l'année prochaine. Pour moi également, Arnaud. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci d'être venu nous rendre visite. On tourne une page, on s'intéresse au RPS. Oui, les risques psychosociaux. On parle beaucoup de santé mentale dans les entreprises. On va s'intéresser au RPS dans la banque avec une étude menée, d'ailleurs, non pas côté RH, mais côté syndicat, réalisée par le syndicat national de la banque, avec un panorama un peu sombre des conditions de travail des salariés de la banque. On en parle avec le président du SNB. Il est notre invité, c'est le Cercle RH. Le Cercle RH pour parler des risques psychosociaux dans le secteur bancaire. C'est un sujet important et depuis 5 ans maintenant, le syndicat national de la banque fait sa propre étude, RPS, sonde les cœurs, demande aux collaborateurs dans toutes les banques la manière dont ils envisagent ou vivent leurs conditions de travail et leurs risques psychosociaux. On accueille Frédéric Guyonnet, bonjour. Bonjour Arnaud. Vous êtes le président du syndicat national de la banque rattaché à la CFE-CGC. C'est le premier syndicat, c'est le syndicat leader dans le secteur bancaire. Je précise que vous avez écrit un livre, Dialogue de sourds, Dialogue de sourds. Ou Dialogue de sourds, aux éditions Vérone. Aux éditions Vérone, et on le découvre. Et ce livre était intéressant, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, écrit à 4 mains avec un directeur de banque, comme quoi le SNB est un syndicat qui construit le dialogue, qui co-construit la transformation des entreprises. Cette étude, c'est la 5e. Vous avez déjà une vision, un panorama des 4 années passées. Il ressort quand même des chiffres d'une manière globale, peut-être qu'on réaffinera sur certaines banques. Quelques chiffres inquiétants, 44% de personnes se trouvent en situation de souffrance, voire même de situation de burn-out. Quand on voit ce chiffre, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans les banques? Alors, effectivement, c'est une enquête qu'on fait depuis 15 ans, tous les 3 ans. Donc c'est la 5e, effectivement. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans le secteur bancaire, on a des salariés qui vont de plus en plus mal avec des risques psychosociaux qui sont flagrants, avec un épuisement professionnel important, un risque de burn-out à hauteur de 44% dans certains réseaux. Et ça nous inquiète. Burn-out, ça veut dire des personnes qui, globalement, ont dépassé le cadre du désengagement. Ce sont des gens qui se retrouvent en situation de souffrance. En fait, dans l'enquête que l'on fait, nous avons différents items. Et les items que l'on croise nous permet, avec des psychologues cliniciens, de croiser les données et de faire ces constats-là. Donc, ce sont effectivement des personnes qui sont en perte de repères, qui sont fatiguées, qui ont peu de vision sur l'avenir et qui sont dans une grande fatigue. 2 sujets quand même qui sont intéressants. Le secteur bancaire, et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, il y a ceux qui sont en contact avec le public, puis évidemment les services back-office, on en parlera parce que ceux-là en particulier, ceux qui sont en contact avec le public, parlent de peur, utilisent le mot de la peur, mais il y a quand même un sujet sur lequel je voudrais vous interroger, qui est la reconnaissance du travail, ou en tout cas le sentiment d'un manque de reconnaissance de leur travail. Ça ressort fortement, 50% estiment ne pas avoir les moyens nécessaires pour réaliser le travail de qualité et ressentent une absence de reconnaissance. Il y a un problème avec la hiérarchie, de toute évidence.
Alors, c'est pas que la hiérarchie, il y a aussi de la reconnaissance vis-à-vis des clients. En fait, la question, elle est pas forcément tournée sur la hiérarchie, c'est vraiment la reconnaissance dans le travail que l'on peut avoir en accomplissant son travail tous les jours. Ça peut être effectivement de la hiérarchie, mais aussi des clients. Vous savez, il y a quelques années, les clients, lorsqu'ils étaient contents d'une opération, qu'on les suive sur des projets. On remerciait, enfin voilà, ça se fait beaucoup moins en fait. C'est presque un dû maintenant. Mais on a le sentiment quand même que, et on reviendra peut-être d'un mot sur la Société Générale, parce que celle-ci en particulier dans votre étude montre quand même des signes de plus grande difficulté encore au sein de la Société Générale. Est-ce qu'il faut le rattacher à des fusions, Crédit du Nord, une entreprise qui a été en mutation et donc des salariés qui sont inquiets? Est-ce que vous le reliez directement à cela? Alors, ce qui est sûr, c'est lorsque vous avez une entreprise qui va réorganiser, restructurer assez régulièrement, vous cassez les repères en fait. Vous prenez l'exemple de la Société Générale. La Société Générale vient de subir l'une des plus grosses fusions de réseaux bancaires qu'on ait eu depuis ces dernières années, avec deux cultures d'entreprise, la culture d'entreprise du Crédit du Nord et celle de la Société Générale, qui vient se croiser pour faire une nouvelle entreprise SG. Vous avez remarqué qu'ils ont changé aussi de nom. Exact. Et tout ça, en fait, ça va prendre du temps. Il va falloir que les salariés s'habituent à cette nouvelle culture d'entreprise, à prendre des nouveaux repères. Lorsque vous aviez deux agences l'une à côté de l'autre, une agence Crédit du Nord, une agence Société Générale avec deux managers, il n'en faut plus qu'un. Donc tout ça crée de l'angoisse au niveau des salariés. Et une Société Générale, une SG qui, rappelons-le, a fait d'excellents résultats puisqu'ils ont été publiés il y a quelques jours. Et la banque a plutôt fait d'excellents résultats. Eh bien, j'ai envie de dire, heureusement, vu la restructuration qu'ils ont fait, si les résultats n'étaient pas là, ce serait vraiment très, très inquiétant. Oui, vous seriez très en colère. Un mot quand même sur l'environnement de la banque. Je parlais de la peur pour ceux qui sont au contact du public. Vous étiez venu nous en parler sur le plateau, mais c'est intéressant de le rappeler. De plus en plus de violences verbales, de violences physiques des collaborateurs qui sont confrontés à des situations de conflits physiques. Et ça, c'est très nouveau quand même. Alors non, il y a toujours... Les incivilités, ce qu'on appelle les incivilités ou les agressions physiques et verbales, on en a toujours eu dans le secteur bancaire. Qu'est-ce qu'on remarque depuis quelques années? On a des agressions qui sont de plus en plus nombreuses, avec aujourd'hui 10 000 agressions physiques et verbales sur l'année, et puis des agressions qui vont être plus violentes aussi, avec des... c'est plus que du verbal maintenant, il y a aussi vraiment du physique assez important. Le président, ça nous inquiète. Mais ça, c'est la société d'aujourd'hui. Hein. C'est la violence de la société qui arrive aussi dans les banques, qui arrive dans les bus, qui arrive dans tous les espaces publics. À la tête d'un syndicat leader, et donc qui est frontalement dans le dialogue social avec la direction, cette étude, vous la déposez sur les bureaux des DRH. Comment vous la portez, cette étude ? Eh bien alors effectivement, on va rencontrer les directions avec les résultats que nous avons. Alors, chaque banque fait des études en interne, en fait, pour mesurer le bien-être des salariés. Là, en fait, cette étude, vu qu'elle est prise au niveau du secteur, on est les seuls à le faire. Ça permet de comparer les marques entre elles. Je ne sais pas si vous avez les mêmes chiffres, mais on a 70% de votre étude faible perspective de promotion liée au RPS, 50% d'absence de reconnaissance, 46% problèmes relationnels avec la hiérarchie, ça c'est votre étude, et 25% d'agression physique ou verbale, 16 à 18% violence psychologique au travail. On voit quand même que la hotte est pleine pour les salariés de la banque. Ouais, je ne sais pas si vos chiffres correspondent à ceux qui vous sont apportés parce que j'imagine que vous comparez vos études. Oui, alors on a un débat avec la direction sur ces sujets-là, parce que le secteur bancaire, c'est 400 000 salariés. On a 10 000 répondants, c'est un échantillonnage quand même, donc on peut pas... Alors, l'enquête, elle est diffusée auprès de tous les salariés. Après, répond qui a envie de répondre. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est comme dans n'importe quelle enquête qui est fait au niveau national. 10 000, ça représente quand même un panel suffisant. Supérieur à 1000, en fait, on était déjà représentatif. Donc à 10 000, on est très très bien. Voilà, donc ces chiffres-là sont quand même des chiffres référentiels pour les RH. Tout à fait. Quel regard vous portez, vous, sur ce mot dialogue social? Parce qu'on a vu, vous avez vu que les représentants syndicaux des grands syndicats sont en conclave, c'est le mot utilisé pour... Oui. C'était le mot utilisé pour négocier ou renégocier les retraites. Quel regard vous portez sur ce mot dialogue social? Vous êtes l'homme des coups de menton ou vous êtes l'homme du vrai dialogue social? Non, alors le dialogue social,
Donc pour dialoguer, c'est dans le mot, il faut être deux, il faut avoir une écoute, il faut avoir une compréhension l'un de l'autre. Moi, c'est ce que nous mettons en place, en tous les cas avec le syndicat national de la banque. On est vraiment un syndicat qui est dans le dialogue, qui est dans la construction, voire dans la co-construction dans certaines entreprises. Ça, c'est important. Donc, c'est pas un gros mot pour vous, c'est important de le dire. Non, co-construire. Mais bien sûr que, vous savez, souvent de fois, les dirigeants, ils passent dans les entreprises, ils restent beaucoup moins longtemps que les salariés. Nous, on est là pour 40 ans. Donc voilà, on représente l'ensemble des salariés dans la durée, ce qui n'est pas forcément le cas des dirigeants. Et donc quelquefois, on a besoin de discuter pour comprendre les problématiques des uns et des autres. Il faut qu'eux aussi puissent nous comprendre. Et pour ça, en fait, il faut dialoguer. La communication, c'est très important. Frédéric Guyonnet, quand même quelques mots, parce que pour être un syndicat leader, il faut des élus sur le terrain qui portent la voix du SNB. Est-ce qu'eux aussi sont en première ligne? Est-ce qu'ils sont victimes à leur manière? Parce qu'ils recueillent, ils reçoivent, ils écoutent beaucoup. Est-ce qu'eux aussi sont parfois gagnés par une forme d'épuisement syndical? Et j'allais dire presque pas de burn-out, mais de grande fatigue syndicale. Est-ce qu'eux aussi ont besoin d'accompagnement finalement? Alors les élus, effectivement, les représentants du personnel, lorsque vous avez des salariés qui les contactent, c'est pas pour des bonnes choses en fait. C'est pas pour dire que tout va bien. Ils viennent pas leur faire la bise. Donc en fait, les représentants du personnel se prennent du négatif à longueur de journée. Voilà, on leur dit ça va pas, ça va pas. C'est très lourd à porter. On a des gens, des salariés qui sont en pleurs, on a des salariés qui sont en colère, on a enfin voilà, on a vraiment tout le négatif en fait. La souffrance du salarié. Voilà. La souffrance du salarié, on l'a en plein. Donc il faut réussir, lorsqu'on est représentant du personnel, à prendre un peu de hauteur quelquefois, ce qui peut paraître compliqué. C'est lourd, parce que si on a choisi ce métier-là, entre guillemets, c'est qu'on a une sensibilité, on a envie d'aider les autres. Donc on est pris par tout ça et c'est vraiment compliqué quelquefois pour certains représentants du personnel, je l'avoue. Donc il faut penser à eux. Il faut penser à eux. Mais on les forme à ça. C'est très important. Frédéric Guyonnet, un tout dernier mot. Tous les 3 ans, est-ce que vous n'avez pas envie, tous les ans, quand on voit les chiffres que vous nous proposez dans cette étude RPS, alors je concède que c'est une étude qui est lourde, qui était lourde à organiser pour un syndicat, mais est-ce qu'il ne faut pas accélérer pour avoir encore plus de visibilité et de précision sur ce sujet? Alors non, pourquoi? Parce qu'en fait, tous les 3 ans, c'est très bien, ça nous permet là de constater des choses. Maintenant, on va arrêter de constater, on va passer à l'action. C'est-à-dire qu'on va faire des propositions concrètes. Et ça va prendre un peu de temps. Et on n'aura pas... Enfin, ce ne sera pas du luxe d'avoir 3 ans entre maintenant et la prochaine enquête pour mettre des choses en place. Parce que le but, c'est de transformer, d'améliorer. Exactement. On a quand même le sentiment que le secteur bancaire est en pleine mutation. On a des banques en ligne, on a des entreprises qui ferment des agences, on a le sentiment que ce secteur qui auparavant était un peu un emploi à vie, où on y était bien, on ne quittait pas la banque, aujourd'hui il est disrupté. C'est un secteur qui vit, c'est un secteur qui est le reflet de l'économie française. Donc évidemment, on vit avec les nouvelles technologies. Vous savez, l'intelligence artificielle qui arrive dans notre secteur, c'est très très impactant aussi. Et on vit au rythme de notre société, de notre économie qui change. Donc du coup, nous aussi, on change. Merci Frédéric Guyonnet d'être venu nous éclairer. Allez voir cette étude. Alors elle est extrêmement détaillée, je crois la main dans la main avec le cabinet Sextant, pour ne pas les citer. Donc étude extrêmement approfondie, banque par banque, mais aussi d'une manière un peu plus globale, plus macroéconomique sur la situation du secteur bancaire et des collaborateurs du secteur de la banque. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau, Frédéric Guyonnet. Vous êtes le président du SNB, le syndicat national de la banque CFE-CGC, leader dans le secteur bancaire. Merci. Merci. Je vous dis à très très bientôt. On tourne une page, on s'intéresse à un métier alors qui n'a rien à voir avec les métiers de la banque, les métiers de l'aéronautique et de l'armée qui souhaitent féminiser ces recrutements. On en parle tout de suite, c'est dans Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission, pour parler des métiers de l'aéronautique, de l'armement et des femmes dans ces métiers, avec une volonté de féminiser tous ces métiers dans un secteur qui reste encore majoritairement masculin. On en parle avec vous, Nicolas Gros. Vous êtes directeur d'Aérométiers. Alors, je voudrais quand même que vous nous expliquiez d'abord ce qu'est Aérométiers, qui est en fait le nouveau nom de Air Emploi.
pour ceux qui suivent notre émission. C'est quoi Aérométiers ? Alors, Aérométiers, c'est une association qui vient de fêter ses 25 ans et qui a été à l'origine créée par Air France et aussi par des branches professionnelles et fédérations professionnelles, donc la FNAM d'une part, Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers, que vous connaissez bien, et le GIFAS, qui est le groupement des industriels français de l'aéronautique et du spatial. Donc en fait, c'est à la fois le monde de l'aviation commerciale et le monde de la construction aéronautique et le monde des aéroports. Pour aller jusqu'au monde de l'armée, de l'air. Absolument. Pour qu'on aille le plus large possible. Alors en fait, progressivement, d'autres acteurs ont rejoint Aérométiers, dont l'armée de l'air et de l'espace. D'où la volonté d'élargir le spectre et de féminiser tout ce secteur. Alors, quelques chiffres quand même pour parler de la féminisation, parce que c'est des chiffres qui varient en fonction du secteur. Absolument, absolument. Donc, si on prend le domaine de l'aérien et de l'aéroportuaire, on tourne autour de 37%, mais avec des entreprises qui sont plus féminisées que d'autres, Air France à 46%. Et puis, si on regarde les métiers qui sont les métiers plus techniques, c'est beaucoup moins. Par exemple, le métier de pilote de ligne, c'est moins de 10%. Moins de 10% de femmes pilotent les avions. Oui, absolument. Pilote de ligne. Et alors, sur les avions militaires, on va y venir, mais c'est encore beaucoup moins. C'est beaucoup moins. Le monde de la construction aéronautique, dont le monde de l'armement, c'est à peu près les mêmes chiffres. Là, pour le coup, on tourne autour de 25%. De femmes au global, mais si on va au plus près du monde de la production dans les ateliers, c'est encore beaucoup moins. Et c'est transversal, voilà, c'est le milieu de l'industrie qui peine à recruter. Exactement. Et en ce qui concerne les armées, puisque vous allez me poser des questions, l'armée française est une des armées les plus féminisées au monde. C'est vrai. 17% de femmes pour tous les corps d'armée confondus, c'est la 4e armée la plus féminisée du monde. Et l'armée de l'air et de l'espace, qui est celle avec laquelle nous travaillons le plus, est la plus féminisée en France, on atteint les 25%. Des femmes pilotes, des femmes mécaniciennes. Alors non, 25% au total. Au total. Les femmes pilotes et femmes mécaniciennes, c'est beaucoup moins que ça. Il me semblait. Avec un événement, je voudrais qu'on fasse un petit focus. Alors, il a eu lieu, mais je trouvais que d'abord l'affiche est très très belle. Des femmes de la défense. Oui. Alors là, on est sur un spectre très très large. Oui. Avec une initiative qui était, je trouve, très intéressante, c'est-à-dire de faire se rencontrer les jeunes femmes qui sont encore au lycée et de les embarquer. Tout simplement en les emmenant chez Safran, en les emmenant dans des entreprises, pas uniquement sur des bases aériennes, mais aussi sur des sites de production. Je dis Safran parce qu'il y avait une visite Thales, Safran. Utile ou pas ? Est-ce que vous avez des résultats de ROI, pour le dire simplement ? Est-ce que ces jeunes filles se disent « Ah bah après tout, oui, c'est pour moi ça ». Oui, il y a de très beaux témoignages, alors qui sont des témoignages à chaud, puisque ces événements a eu lieu le 22 novembre, et la semaine qui a précédé, c'est-à-dire l'occasion de la semaine de l'industrie. On a reçu, donc c'était un événement qui était organisé avec l'armée de l'air et de l'espace, avec Safran, avec Dassault et avec MBDA. Et on a reçu 150 jeunes filles au milieu de l'air et de l'espace. Elles ont rencontré des professionnels. Auparavant, elles avaient fait des visites dans ces entreprises. Et c'était vraiment magnifique. Enfin, il y a eu des échanges qui étaient vraiment très, très riches en émotions, en découvertes. Et non, c'était vraiment... Je leur dis, Nicolas Gros, vos sujets transversalisent, parce qu'on a eu des invités ici qui venaient représenter l'industrie, des femmes ingénieures, et qui disaient on n'a pas assez de femmes ingénieures. Et en fait, ce sont les mêmes sujets que vous adressez. J'imagine que ces femmes, ces jeunes filles se disent mais oui, je peux faire maths sup, maths spé et rentrer un jour chez MBDA ou Safran. Oui. Sans qu'elle l'ait imaginé. Oui, absolument. Ça passe par l'école. Le choix du lycée, c'est important pour vous de commencer dès le lycée. Je veux dire qu'il faut commencer dès le collège. Et peut-être même encore avant, si vous voulez. Dès l'école primaire. Ah oui. Il y a à l'occasion de la journée de lutte contre le sexisme qui a été le 25 janvier dernier, donc il n'y a pas très longtemps, il y a un certain nombre de chiffres qui sont sortis, dont un qui est absolument clé, c'était 74% des femmes en France n'ont jamais envisagé, le terme est important, n'ont jamais envisagé un métier scientifique ou technique. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que 100% des femmes puissent envisager, je veux dire, évidemment pas choisir, mais puissent envisager. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? Faire tomber les murs. Exactement. Ce qui est que 3/4 des femmes dans notre pays n'envisagent pas la possibilité de faire un métier technique ou scientifique. Et donc là, il y a vraiment quelque chose à changer et il faut commencer évidemment très tôt.
Vous ne voyez, j'imagine, pas encore les résultats que vous avez entrepris parce que c'était en novembre. Il faut laisser le temps à ces jeunes filles de faire leurs études et de prendre les bonnes filières. Bien entendu, mais les actions sur la féminisation des métiers dans le monde de l'aéro ont commencé bien avant, en 2009. Ensuite, on a créé une charte et aujourd'hui une trentaine d'adhérents, une trentaine d'entreprises et d'institutions ont adhéré. Et donc, c'est devenu un groupe de travail permanent sur cette thématique-là. Et on commence à voir des changements. Par exemple, si on prend le monde industriel, on est passé en une dizaine d'années de 21% à 25-26%. Donc, c'est pas donc massif, ça progresse. Mais ça progresse. Merci en tout cas Nicolas Gros, avec aussi le travail, vous l'avez dit, de GIFAS, des OPCO aussi, c'est important. Oui, bien sûr. Ils sont engagés parce qu'il y a aussi les filières, les branches qui s'engagent sur ces sujets de féminiser ce large spectre avec ces très belles affiches, je vous le redis, des femmes de la défense. J'imagine que vous allez réitérer l'an prochain une nouvelle initiative. On a une initiative. En une seconde. Oh oui, en une seconde. Une initiative majeure au mois de mars prochain, le 11 mars, nous serons reçus à la base militaire de l'armée de l'air et de l'espace 106 à Bordeaux. On va recevoir également 300 jeunes filles et il y aura 19 entreprises représentées, 45 professionnels qui vont accueillir ces 300 jeunes filles. Sur site à Bordeaux en mars prochain. Merci Nicolas Gros, directeur d'Aéro Métier, nouveau nom de Air Emploi. Merci de nous avoir éclairé, d'avoir été aussi précis. Merci à vous, merci de votre fidélité, évidemment, pour vos messages. Merci à toute l'équipe. Merci à Saïd au son. Merci à notre réalisateur Xavier. Merci à Nicolas Juchat, évidemment. Et merci à Juliette, l'équipe programmation. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.